Bonsoir à tous. Nous avons largement le quorum, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Je vous donne les procurations que nous avons reçues. François Dallène m'a donné procuration. Sandra Courèche à Vanessa Lemestre, Yann Reynaud à Marisol Senot, Françoise Pasquet à Alain Bedeau. Les décisions du maire, il n'y en a pas eu depuis le dernier conseil, donc je n'ai rien de spécial à vous présenter. Par contre, je vais tout d'abord proposer Vanessa Lemestre comme secrétaire de séance, si tout le monde est d'accord. Oui, merci Vanessa. Je vais vous proposer une modification de l'ordre du jour. Donc tout d'abord, nous avions prévu de voter le compte administratif 2022 de la commune et le compte de gestion. Avant de le voter, nous devons recevoir le document signé par le service des finances, les services de l'État. Et on ne l'avait toujours pas aujourd'hui. Donc, normalement, il n'y a aucun problème. Hein. On a eu réunion avec eux il y a une semaine. Donc, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y ait le tampon qui soit au plus tard de la date du conseil. Donc, je préfère qu'il n'y ait pas de souci parce qu'il faudrait qu'on le revote si la date était postérieure. Donc, nous voterons le compte administratif. Nous allons bien aborder le débat d'orientation budgétaire, mais le compte administratif, nous le verrons lors du prochain conseil municipal. Et par contre, je vous propose d'ajouter 2 points à cet ordre du jour. Tout d'abord, une demande de subvention au service de l'État et ensuite le vote d'une motion de soutien aux traditions taurines. Tout le monde est d'accord pour la modification de l'ordre du jour? Bon, très bien, à l'unanimité. Donc nous allons commencer par le premier point qui est le débat d'orientation, l'approbation du procès-verbal, de la séance du 1er décembre que vous avez eue. Est-ce que quelqu'un a des remarques ou des modifications à demander? Non, donc approuvé à l'unanimité, merci. Et donc nous allons commencer la présentation du conseil du débat d'orientation budgétaire. Pascal présentera les aspects budgétaires, ratios, etc. Et chaque adjoint présentera les orientations dans sa délégation. Donc je commencerai simplement, moi, à dire quelques mots sur le contexte national, international et local, pour dire que comme toutes les communes et les collectivités locales, et bien Castries, après le Covid, est aujourd'hui touchée de plein fouet par la crise énergétique, par une forte augmentation de tout ce qui est électricité, gaz et même eau, par tout ce qui est alimentation aussi. Donc vous le verrez, pour le moment on n'a pas augmenté les tarifs, mais à un moment donné il va falloir trouver des ressources. Donc c'est le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Donc chaque personne présentera, sachant qu'on va rester, vous allez le voir, sur un projet quand même ambitieux, mais sans vraiment de scoop, de nouveaux projets qui coûteraient trop cher, parce qu'il faut qu'on ait un plan vraiment d'action très très sévère pour rester. On n'a pas le droit de trop dégrader le budget communal, et donc pour que Castries reste dans des marges correctes, nous devons prendre des actions que je vous présenterai à la fin du document. Nous avons dire aussi que nous avons rencontré les services de l'État, les services de finances publiques, pour leur présenter notre document et leur présenter les mesures que nous comptons prendre. Et ils ont approuvé sans réserve notre plan d'action et les chiffres que nous leur avons présentés, sachant que l'année 2023 est l'année la plus difficile et compliquée du mandat et que c'est conjoncturel. Castries est sinon en bonne santé financière. Donc je laisse Pascal démarrer cette présentation. Merci beaucoup, Claudine. Donc, reprenons un peu les éléments de contexte économique. Comme Madame le maire l'a dit, il y a un contexte local, national, il y a aussi un contexte international.
L'inflation, donc, comme on l'a écrit, devient plus structurelle. Avant l'invasion de l'Ukraine et de la Russie, par la Russie déjà, il y avait une inflation qui était liée déjà avant le Covid même, mais bon, c'est vrai que l'arrêt des chaînes de production pendant le Covid et la reprise de ces chaînes de production tout ensemble, ça avait aussi créé de l'inflation. Voilà, et ça donc, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a entraîné une hausse brutale de l'ensemble des prix des matières premières, notamment sur l'énergie et sur l'agroalimentaire. Avec ça, il y a une forte hausse des taux monétaires. En France, la croissance du PIB devrait atteindre plus de 2,6% en fin 2022. Et donc l'activité économique en France est fortement affectée par le niveau d'inflation, avec des incertitudes qui restent fortes par rapport à la situation internationale, comme on l'a dit, l'inflation, la tension sur les approvisionnements, la hausse des taux directeurs et la raréfaction de l'énergie, évidemment. Madame le maire l'a rappelé. Nous allons avoir des chiffres un peu plus précis justement sur ce dernier point. Donc, comme on le fait tous les ans dans le cadre du DOB, il y a une loi de finances, la dernière, 2023. Donc, les dotations de l'État restent stables. La dotation globale de fonctionnement, une légère augmentation de la dotation de solidarité rurale. Donc des recettes qui sont quand même, malgré ces dépenses en hausse par rapport aux fluides, il y a des recettes qui restent dynamiques, notamment par la revalorisation des bases fiscales, environ 7%. Donc la petite flèche qui veut dire donc pas d'augmentation des taux d'impôt pour Castries, puisque déjà on va tous être soumis à ces 7% de base fiscale. Ce qui va se passer au niveau donc des fluides, dans le débat on va pouvoir en parler. Reconduction du filet de sécurité mis en place par l'État en 2022, donc Castries n'y était pas éligible. Il va y avoir ce fonds vert, 1,5 milliard d'euros pour soutenir les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques. Donc on va pouvoir y prétendre en 2023. Bien sûr qu'on va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir prétendre, mais voilà, on a des estimations qui tournent entre 20 et 30 000 euros. Un autre levier qu'on va pouvoir actionner, c'est la mise en place de l'amortisseur électricité. Donc, comme indiqué, il va protéger les plus impactés par la hausse des prix et s'appliquera au 1er janvier 2023 pour un an, dès que le prix sur le contrat dépassera les 180 euros par méga kilowattheure. Voilà, et donc pour Castries, la baisse, c'est à peu près 10 à 15 euros de la facture. Donc entre ce filet de sécurité et cet amortisseur, il y aura quelques aides, mais vous allez voir que ce n'est pas à la hauteur de la hausse. La création du fonds vert doté de 2 milliards d'euros. Donc les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité pourront y prétendre. Voilà, donc évidemment, Castries va déposer un ou deux projets dans le cadre de ce fonds vert. Donc on vous ici un graphique vous présentant donc l'épargne brute et l'effet ciseau, l'épargne brute étant les recettes moins les dépenses sans l'emprunt. Voilà, et donc vous voyez qu'en 2021, on l'a déjà expliqué, mais peut-être le redire, qu'il y avait eu la vente du terrain pour les lavandières. Donc là, on avait une hausse des recettes très forte, et que là, on reste à peu près, avec le plan d'action dont a parlé Madame le maire, on reste dans des équilibres, dans des bons équilibres jusqu'en 2022, et on verra un peu 2023. Comme a dit Madame le maire aussi, c'est vrai que c'est l'année la plus compliquée du mandat financièrement par rapport à cette hausse des fluides. Et effectivement, en 2024, il y a une recette supplémentaire, par exemple, qui va arriver normalement. Et puis, c'est vrai que l'encours de la dette, l'emprunt, il y a des emprunts qui s'arrêtent aussi. Donc, voilà, on va revenir dans des finances un peu plus normales en 2024. Le taux d'épargne brute, donc vous voyez que, voilà, pareil, Madame le maire l'a dit, les finances sont saines, donc on est bien au-dessus du seuil d'alerte, et également bien au-dessus du seuil limite. Voilà, ça peut-être, je ne sais pas si...
Alors, je vous parlais de ça tout à l'heure pour vous parler de l'évolution de l'encours de la dette. Donc, pour l'exercice 2023, la commune disposera d'un encours de dette de 6 426 159 euros, soit une baisse de plus de 10%, évidemment, ce qui est très positif. Donc, la dette ne fait que baisser et les prospectifs qu'on a jusqu'à la fin du mandat, c'est que l'encours de la dette, normalement, sera plus faible à la fin du mandat qu'au début. Alors, l'évolution des recettes de fonctionnement, donc la synthèse des recettes réelles de fonctionnement. Donc, je vous laisse découvrir nos recettes. Donc, vous voyez que les recettes principales dans une commune, impôts et taxes, le produit exceptionnel étant la vente du terrain des lavandières en 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, l'évolution des recettes de fonctionnement entre 2020, 21, 22, 23, avec un pourcentage. Vous voyez que bon, je ne vais pas vous lire tous les chiffres. Vous voyez que dotation, subvention, participation, il y a entre 2022 et 2023, c'est un peu significatif. Les impôts et taxes aussi, c'est les bases fiscales dont je vous parlais. C'est 1,39, mais quand on regarde nos bases qui tournent autour de 5 millions, tout de suite c'est significatif sur un budget comme celui de Castries. La synthèse des dépenses maintenant, donc les charges de gestion, les charges de personnel, l'atténuation de produits, les charges financières et les autres dépenses. Et donc là, vous voyez en bleu marine les charges de gestion en 2022 et 2023. Et donc c'est là qu'on retrouve les fameux fluides dont on parle tous. Et donc voilà, sur cette slide là, vous voyez, on a fait un focus effectivement sur les fluides. Ça, l'eau, Claudine disait, même l'eau, c'est vrai que même l'eau, ça reste un peu maîtrisé à ce niveau-là, mais il y a quand même des hausses. Mais par contre, effectivement, sur le combustible et sur le gaz et sur l'électricité, là, on a des pourcentages. On a des pourcentages très importants. Et donc, sur le tableau de droite, on voit que 158% de hausse sur l'électricité et sur le chauffage et sur les combustibles. 158% de hausse sur l'électricité. Sur le gaz, 233%. Et donc, la moyenne, en fait, c'est 157,81% sur ces charges de fluide. Voilà, auxquelles on doit faire face. Et donc si on reprenait un petit peu les slides d'avant où on avait effectivement un peu d'aide par rapport à l'amortisseur électricité ou les deux leviers qu'on a ne vont pas suffire à équilibrer nos budgets sur cette dépense. Là pareil, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais vous avez l'évolution des dépenses de fonctionnement et donc voilà. Les charges de gestion. Ouais, là, ça on l'a passé. Et donc ça c'est les ratios de la commune. Vous voyez donc la moyenne, c'est ce qui est important aussi, c'est de regarder la dernière colonne. La dette, voilà, donc en 21, 22, 23, vous voyez par exemple que, je vous disais, c'est en train de baisser, ça va baisser encore et on va se rapprocher, je pense, à la fin du mandat de cette moyenne de la strate. La DGF, donc la dotation globale par habitant, dont on a parlé aussi, on est quand même, un peu en deçà. Et au niveau des dépenses de personnel, qui sont le premier poste de dépense, effectivement, vous voyez que Castries est quand même en deçà, un peu en deçà. Et quand on parle de ces 3,5% là, c'est important parce que, voilà, à hauteur de 3 millions d'euros, chaque pourcentage compte et qu'on est un peu en deçà de la moyenne de la strate. Oui,
juste quelques compléments. Merci Pascal. Vous dire, quand on parle des lavandières, c'est vrai qu'on a eu autour de 2 millions d'euros. Il nous en reste quand même 1,5 million qu'on garde précieusement tout au long du mandat, mais surtout pour la place du cartel, dont on reparlera, mais qui consistera quand même à une réfection, une grosse dépense, plus donc 550 000 euros énergie au carburant, c'est pas rien. La charge de personnel, donc il y a déjà maintenant, il y a juste un agent qui passe en année pleine, qu'on n'avait pas en année pleine, mais on ne recrute personne et on a un impact de 3,22% qui correspond à 150 000 euros de plus. Simplement parce que le point d'indice, et c'est très bien, c'est une bonne chose, dans la fonction publique a été revalorisé, mais dans les collectivités locales, eh bien, c'est à la charge de l'employeur. Donc pour les mairies, ce sont les mairies qui payent cette somme supplémentaire. En fait, il y a aussi le GVT, glissement vieillesse technicité, quand les gens changent d'échelon ou de cadre d'emploi, eh bien voilà, on a des gens plutôt en fin de carrière quand même à Castries, donc des changements d'échelon. Et nous avons aussi, donc là, plus 150 000 euros de dépenses, et nous avons aussi doublé notre participation à l'école Sainte-Marie. On est passé de 50 000 à 100 000 euros. On n'avait qu'une partie de l'année. Cette année, on a cette dépense en année pleine. Bon, c'est tout à fait normal puisqu'il y a des textes qui prévoient que l'on finance autant les écoles privées sous contrat que les écoles publiques. On a eu des échanges avec le diocèse, comme beaucoup de communes, puisque le diocèse faisait un petit peu le tour des communes pour rattraper un petit peu les choses, puisqu'on n'avait pas réévalué ces dotations depuis des années. Donc là, voilà, on a doublé la somme. C'est ce qui explique un peu toutes ces augmentations. Voilà. Et on va passer, si vous voulez bien, aux thématiques. Oui, pardon. Le micro. Pourquoi est-ce qu'on a un tel écart au niveau de la DGF par habitant par rapport à la moyenne de la strate? C'est un peu historique à Castries. On est toujours plus bas que la moyenne de la strate. Alors il y a eu des essais de négociation, on l'a signalé, et voilà. Non, ça n'a pas bougé. Donc il doit y avoir des calculs. Qu'on méconnaît, c'est assez complexe comme calcul, mais c'est vrai qu'on est inférieur à la moyenne de la strate. Alors la strate, elle est assez large aussi. Donc au niveau, alors je vais passer ça, je verrai à la fin. La petite en face, le scolaire, le périscolaire et la jeunesse, c'est Marisol qui va en parler. Bonsoir. Donc, au niveau des accueils extrascolaires, on va mettre en place, vu la forte demande des parents et du nombre d'enfants sur liste d'attente à Fond-d'Espierres, donc on va mettre en place des structures d'accueil pendant la première semaine des vacances scolaires de février et de Pâques, et 3 semaines pendant l'été, pour répondre à la forte demande. On va également faire des travaux de réfection de la cantine du sol du Chat-Perché, puisque ça avait été une demande des services d'hygiène par rapport au sol qui commençait à être un petit peu ancien. On va poursuivre bien évidemment l'action du CMJ avec Ludivine sur la fin de l'aménagement du parc paysager de l'entrée de ville avec la mise en place du mobilier. Et également des travaux à la crèche avec la création d'une salle de motricité et quelques aménagements intérieurs et extérieurs. Voilà au niveau de la petite enfance scolaire, périscolaire et jeunesse. Merci, et bien sûr toutes les actions qui existent continuent avec le local jeune, le conseil municipal des jeunes, etc. Donc on va passer maintenant à la thématique suivante. C'est l'action sociale, c'est Chantal qui va nous en parler. Alors au niveau de l'action sociale, cette année en 2023, il ne va pas y avoir de grands changements par rapport à 2022, afin de ne pas aggraver notre budget qui malgré tout va être en augmentation par rapport aux dépenses de fonctionnement qui vont augmenter. Et par exemple sur l'épicerie sociale, puisqu'on va fonctionner sur une année pleine cette année en 2023, puisqu'on a démarré l'année dernière au mois de juin, donc sur 2022 il n'y avait qu'une demi-année de fonctionnement.
Nous allons poursuivre l'action du référent unique d'insertion, donc les dossiers RSA, puisqu'on est site central de la gestion du RSA pour 5 communes du secteur, en sachant que le département nous accorde une subvention pour cela. Nous poursuivons également l'ensemble des activités régulières que nous organisons au centre social. Et nous allons poursuivre aussi toutes les actions seniors, donc en sachant toutes les informations, la lutte contre l'isolement, la cantine senior, les cafés seniors et toutes les actions physiques adaptées avec les ateliers mémoire, les sorties, etc. Voilà pour l'action sociale en 2023. Alors la culture, les marchés, le jumelage, c'est Sylviane. Oui, voilà. Alors pour la culture, on va essayer malgré ces efforts à faire sur les dépenses, on va quand même essayer de poursuivre la politique culturelle sur la commune avec le maintien de l'offre de spectacles et de manifestations culturelles. Donc nous allons essayer de faire au mieux avec en resserrant le budget, mais sachez que nous faisons de gros efforts pour trouver quand même de la qualité sans trop dépenser d'argent. Voilà. On va poursuivre aussi les événements festifs sur la commune parce qu'on en a aussi besoin d'avoir des événements festifs dans ces moments un petit peu difficiles qu'on a, un peu négatifs. Donc on aura toujours la fête votive, le feu d'artifice et la fête de la musique. On continue à faire fonctionner l'école de musique avec tout cet attrait pour quand même les élèves et tout ce fonctionnement de groupes musicaux qui se développent et qui, notamment cette année, ont participé au concert des écoles de musique associées au niveau du CRR à Montpellier, à la Cité des Arts, dans des salles musicales aussi. Donc ça, c'est plutôt une belle satisfaction du fonctionnement de cette école de musique. On aura un projet d'œuvre d'art de commande publique. Alors à ce sujet, si Claudine me donne le temps, 2 petites minutes pour vous dire que ce projet, on sollicite les habitants et on a fait une première réunion, mais pour les habitants qui n'ont pas pu assister à cette réunion d'information, il y a un formulaire de consultation sur le site de la ville, ou alors les gens peuvent le faire sur papier libre directement ou envoyer par mail pour faire des propositions concernant, soit il y a des questions à répondre ou alors juste les propositions directement. Cette date de consultation, ça finit le 1er mars, donc à ceux qui le veulent et qui se sentent bien concernés par ce projet. Alors je rappelle quand même ce que c'est, que cette commande publique artistique d'œuvres, on veut aménager le passage qui va se faire entre le nouveau quartier des Lavandières et le centre-ville. Et en profitant de cet aménagement, on va essayer d'y mettre des œuvres d'art. Cela, c'est un projet qu'on mène sous le ministère, par la DRAC, sous le ministère de la Culture. Donc, si notre projet est retenu, nous aurons des subventions pour pouvoir faire cet aménagement artistique en aménageant le territoire. Voilà. Excusez-moi pour ce petit aparté, mais voilà, je voulais relancer un petit peu la sollicitation des habitants à remplir ce questionnaire. Voilà, nous avons aussi la poursuite du jumelage. Aujourd'hui, François ne peut pas être là, mais bon, c'est lui qui s'en occupe d'habitude. Et l'organisation des divers marchés. Donc là aussi, je parle à la place de François puisqu'il ne peut pas être là ce soir. Donc voilà, dans l'ensemble, nous allons bien poursuivre toute notre politique culturelle sur 2023 au mieux pour que vous puissiez tous profiter de ces moments de plaisir et de détente. Voilà. Merci. Donc je passe la parole à Serge. Oui, au niveau des travaux, bonsoir, au niveau des travaux patrimoine et urbanisme avec Robert. Donc au niveau du parc, le parc du château est ouvert maintenant aux Casriottes toute l'année. Et l'objectif, c'est de continuer à l'améliorer. Donc il y a des travaux de restauration du grand bassin et des 2 cascades, sur lesquels on réfléchit et qui sont depuis plusieurs années avec des demandes de subventions. Et ensuite, l'installation de mobilier dans le parc, des tables, des chaises, des bancs pour pouvoir profiter du parc. Donc grand bassin et cascades seront
en état, j'espère, au début de l'été. Ensuite, en même temps, il y a des travaux de consolidation de la partie urbaine de l'aqueduc, c'est-à-dire du parc du château tout le long du parc. En même temps, on réfléchit sur l'ouverture progressive du château avec des études qui ont été menées. Et déjà, le château est ouvert à la visite pour des groupes à la demande. Ensuite, il y a la construction d'un hangar au service technique qui est lié à l'installation du centre de soins et de traumatologie qui utilise une partie des locaux. Et donc, il y a un hangar supplémentaire qui va être construit pour protéger le matériel. Et ensuite, quelques travaux sur le toit de l'église pour éviter toutes les infiltrations d'eau. Alain. Bonsoir. Sur le cadre de vie, citoyenneté, développement durable, thématique sur laquelle nous travaillons avec Rémi. Donc là, dans la continuité des travaux de la place des Libertés, maintenant c'est de la réalisation de la jonction entre la place des Libertés et la place du Cartel, donc qui fera encore l'objet sûrement d'une réunion une fois que le projet aura un petit peu avancé, puisqu'on avait travaillé aussi avec les riverains. Ensuite, la cour de la communale, l'aménagement du square Armando Brunel, où nous avions fait aussi une réunion avec les riverains et les gens intéressés par le devenir de ce lieu, où on installera donc des jeux pour enfants, bancs, tables. Voilà. Nous gardons évidemment, comme chaque année, une enveloppe financière pour les travaux dans les quartiers, liés aux demandes des riverains, aux demandes des référents de quartier. Poursuite évidemment du projet agroécologique, et l'installation de mise à jour de nouvelles caméras de vidéoprotection sur l'espace public. Merci. Alors le sport et la vie associative fait partie des délégations qui vont nous permettre de faire quelques économies que nous recherchons, sans pour autant altérer le soutien que nous avons aux associations. Alors bien sûr, on aura une réflexion sur les pistes d'économie que nous pouvons faire. Nous l'avons déjà fait avec les associations lors d'une première réunion où elles ont répondu présentes et nous en sommes ravis. Et nous pourrons poursuivre dans ce sens. Déjà, nous voyons tous les locaux les uns après les autres et les possibilités, bien sûr, de mutualiser ces locaux. Et je souligne que les associations nous aident beaucoup dans ce sens-là et sont tout à fait contentes de pouvoir partager et de participer à cette économie. C'est pareil pour les subventions aux associations. Nous poursuivrons pour ceux, bien sûr, qui en ont besoin, mais déjà de nombreuses associations ont répondu que pour aller dans le sens de l'économie, elles ne demanderaient pas de subventions cette année, et je les remercie pour cela. Nous allons continuer parce qu'il faut quand même que nous arrangions notre terrain de football et nous avons des travaux à y faire, donc nous les ferons. Et en ce qui concerne la toiture de la halle des sports, il faut la renforcer, ainsi que la salle de danse qui, par les dernières inondations, ont été fortement altérées. Voilà. Merci. Oui, pour le toit du gymnase, on espère pouvoir y mettre des photovoltaïques d'ailleurs, mais bon, on a demandé une étude. On va voir si c'est possible. Juste quelques points avant de vous parler des mesures que nous allons prendre. Si je reviens sur certaines thématiques, quand Chantal a parlé des seniors, savoir qu'il y a une centaine de seniors qui suivent des activités à Castries et ça augmente bien sûr d'année en année. Et il y a environ 140 seniors qui sont suivis, à qui on téléphone régulièrement, voilà, dont on se préoccupe et qu'on suit. Pour le patrimoine, donc, on va maintenir cet investissement sur les grands bassins, les cascades, parce qu'on a des subventions, une part importante de subventions. Donc, ça serait dommage de s'en priver, donc, et ce sont des travaux nécessaires. Du coup, nous les maintenons.
Par contre, vous avez dû voir qu'on n'a pas inscrit le cours complémentaire, la réflexion du cours complémentaire. C'est un beau projet qu'on a. L'étude va être prête avec les architectes, mais on préfère le mettre pour le moment de côté, étant donné la conjoncture, et sachant qu'il va falloir que nous financions dès cette année une étude pour une future école, ou de grosses extensions à nouveau d'école, ou carrément un petit groupe scolaire qui pourrait ouvrir en 2025. Donc ça, c'est vrai que les études montraient que ça pourrait attendre une nouvelle école après la fin du mandat, mais on ne veut pas prendre de risques, et donc on va prioriser cette ouverture d'école assez rapidement. Pour la place, eh bien, il y aura une réunion publique très prochainement sur ce projet de place où on arrive à la fin des études. Et quand Alain a parlé de la vidéoprotection, c'est vrai qu'on a mis une somme cette année, ça nous paraît important aussi de continuer à sécuriser le village. Et c'est d'ailleurs l'objet de la demande de subvention au service de l'État que je vous ai demandé qu'on ajoute à l'ordre du jour. Voilà les quelques points que je voulais, les compléments que je voulais apporter. Alors sur globalement les mesures et les engagements. Donc, maîtriser au maximum les dépenses de gestion pour compenser l'impact de la forte augmentation des dépenses de fluide. Alors là, déjà, on avait des budgets assez contraints, mais là, ça sera encore plus contraint. Là, les prévisions vont nous faire des économies sur le papier, sur un petit peu tout, les produits d'entretien, enfin, tout ce qu'on pourra économiser, on va l'économiser. Mettre en place un plan de sobriété énergétique, bon, on l'a d'ailleurs déjà mis en place, dès qu'on a connu la situation, on a baissé les températures quand on le pouvait, on a attiré l'attention sur cette problématique. Organiser mieux l'occupation de l'ensemble des locaux municipaux, alors à la fois en interne, parce que les services vont être aussi touchés, sachant qu'aujourd'hui, il y a des agents qui font aussi du télétravail, donc on peut imaginer travailler un peu autrement et ne pas avoir forcément un bureau tout seul quand on peut un petit peu se serrer. Eh bien, je pense qu'il faut le faire parce que l'organisation du travail le permet et parce que nous avons besoin de baisser le nombre de mètres carrés occupés. Et aussi, nous demanderons des efforts aux associations que on va essayer de mutualiser davantage les locaux pour avoir moins de mètres carrés également à chauffer. Ne réaliser aucun recrutement supplémentaire, donc voilà, là il y a un agent qui part à la retraite, donc il ne sera pas remplacé. Dans le courant de l'année, je pense qu'il y a quelqu'un, on le remplacera quand même, mais on ne créera pas de poste supplémentaire en tout cas. Analyser les contributions versées aux autres organismes pour maintenir au même niveau les dépenses du chapitre, autres charges de gestion courantes. Alors là, on travaille de près avec le CIVOM. Par exemple, on paie les journées à Fond-d'Espierre, la LSH. Donc là également, on fait des économies au CIVOM. Il faut essayer de ne pas augmenter nos participations, sachant qu'on est preneur quand même de journées supplémentaires pour les familles. Donc, voilà, mais on va essayer de stabiliser ça. Augmenter certains tarifs des prestations proposées par la commune et le CCAS. Donc l'année dernière, on avait mis à niveau les locations de salles, par exemple Fond-d'Espierre, les livraisons de tables et de chaises. Aujourd'hui, on a, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas augmenté les prix des repas à la cantine, on n'a pas augmenté les tarifs pour le périscolaire, mais ce sont des sujets que nous allons travailler et ça serait mentir que de dire qu'on ne sera pas amené à augmenter peut-être au 1er avril ces prestations parce que l'alimentation, le coût de l'alimentation explose aussi. Alors nous avons notre équipe de cuisinier qui fait vraiment le maximum pour concilier la qualité des produits et les prix d'achat, mais à un moment donné, ce n'est plus tenable et il faudra prévoir une petite augmentation des repas. Poursuivre notre action de recherche active de subvention, évidemment. Alors là, on sait qu'il y a plusieurs milliards sur le fonds vert. On va voir si certains de nos projets sont éligibles. Normalement, le préfet va venir nous rendre visite le 23 mars et ça sera un des sujets que nous aborderons avec lui. Comment obtenir au mieux des participations de l'État pour nous aider. Pas de recours à l'emprunt pour cette année.
et ne pas augmenter, comme on l'a dit tout à l'heure, les taux d'imposition. Voilà pour l'essentiel des mesures qui sont déjà prises ou qui vont être prises très prochainement. Voilà, est-ce qu'on arrive au bout de cette présentation? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non, tout le monde était bien informé en amont de la situation. On avait fait, voilà. Donc merci. Donc on prend acte. Voilà. Est-ce que on vote le fait que nous avons tenu ce débat d'orientation budgétaire? Voilà. Tout le monde est d'accord pour prendre acte. Ben, merci. Et je vais passer la parole à Serge pour le bilan des acquisitions et des cessions immobilières sur l'année 2022. Oui, en 2022, on a fait peu d'acquisitions. On a acheté un terrain nu au lieu-dit Le Masno de 6080 mètres carrés pour un montant de 4864 €. Ça fait 80 centimes le mètre carré. Et par contre, nous avons vendu la mairie avenue de la Gare, une parcelle de 178 mètres carrés à ACM. C'est une parcelle qu'on avait achetée il y a quelques années. On a vendu ça à ACM pour 43 000 € qui est destiné à la construction de logements sociaux, de 3 logements sociaux, pour essayer petit à petit de pallier notre manque de logements sociaux, mais c'est très 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 compliqué. Voilà. Voilà pour les cessions et acquisitions en 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Et non, maintenant je vais vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable qui est une composante du plan local d'urbanisme intercommunal que nous sommes en train de travailler et qui sera voté prochainement. Donc ce nouveau PADD définit les objectifs de politique publique qui fondent le projet et il s'appuie sur le diagnostic du territoire. Un premier projet de PADD avait été établi en 2018, il avait été soumis au conseil de métropole et à tous les conseils municipaux. Et au regard de l'évolution des politiques et du contexte législatif, la loi climat et résilience notamment, il est nécessaire de réviser ce PADD et de le soumettre à nouveau au débat de tous les conseils municipaux. Alors il s'appuie sur 4 valeurs partagées. C'est un projet axé sur la stratégie énergie-climat, projet qui s'inscrit notamment dans la maîtrise de la consommation foncière, un projet pour maîtriser la croissance, un véritable pacte pour faire projet de territoire, un projet pour favoriser la qualité de vie dans la métropole, un projet socle de coopération interterritoriale. Donc ce plan climat, il comporte 6 orientations stratégiques. Révéler le grand parc métropolitain, se préparer aux défis climatiques, maîtriser la consommation foncière et encadrer la croissance démographique, construire la métropole du quart d'heure et affirmer une métropole créative et innovante. Alors on y revient. Voilà, pour expliquer un petit peu la signification de ces titres. Donc, révéler le grand parc métropolitain, c'est préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité. Ce sont les trames vertes et bleues que nous avons dans le SCOT, par exemple, pour protéger ces secteurs-là. Développer les fonctions agricoles, facteurs de redéploiement écologique et alimentaire. Organiser la préservation et le développement durable des espaces littoraux, mieux intégrer les espaces urbanisés au paysage du grand parc métropolitain, développer des armatures végétales urbaines connectées aux espaces agronaturels,
structurer et affirmer les limites urbaines et permettre la découverte respectueuse de la richesse paysagère de la métropole. Alors là, ce sont les objectifs de la métropole et Castries, bien entendu, a son volet et s'inscrit dans ces objectifs, par exemple sur cette slide, à travers son projet agroécologique, en préservant les zones naturelles et agricoles, par exemple en achetant des terrains pour préserver ces espaces. Alors, se préparer aux défis climatiques, eh bien, c'est réduire l'exposition des personnes et des biens aux risques. Alors, nous avons le PPRI, le plan de réduction des inondations, mais aussi maintenant, le service de l'État a publié depuis plusieurs mois une carte aléa incendie. Et quand on se souvient des incendies qui se sont déclarés cet été, ça va être très très compliqué. Il y a des secteurs où on ne pourra plus habiter parce qu'il y a trop de risques. Et là, ce sont les services de l'État qui pilotent cela. Réduire donc la vulnérabilité du territoire, le ruissellement urbain, la ressource en eau, les ressources énergétiques et leur distribution, favoriser les îlots de fraîcheur et améliorer la qualité de l'air et réduire les nuisances sonores. Donc à Castries, je vous le disais tout à l'heure, on a le projet de toiture de la halle des sports, éventuellement avec du photovoltaïque, et les travaux sur le réseau pluvial pour économiser l'eau. Et puis nous avons toutes les actions avec l'ALEC, avec les défis écominaux qui donnent de bons résultats. Hein, Rémi, c'est toi qui suis ça, qui fonctionnent très bien pour arriver à réduire notre consommation d'eau. Maîtriser la consommation foncière. Donc il y a, vous savez, un objectif, la ZAN, ce qu'on appelle la ZAN, zéro artificialisation nette. En 2050, on n'aura plus le droit de s'étendre davantage. L'habitat devra se densifier, c'est une loi au niveau national et on doit s'inscrire dans cette réglementation. Donc dans notre futur PLUI, il y a déjà un objectif général de modération de la consommation foncière de 25% par rapport à la consommation antérieure. Donc on est venu réduire fortement les futures zones d'extension urbaine. Il faut favoriser le réinvestissement urbain, réduire les extensions, limiter la consommation foncière alors dans les espaces naturels et agricoles et identifier les potentiels de désartificialisation du territoire. Alors à Castries, nous nous inscrivons bien sûr aussi dans ce cadre, notamment par la lutte contre la cabanisation et notamment la charte avec les services de l'État et des procédures auprès du tribunal et aujourd'hui des amendes administratives qui vont être infligées aux contrevenants. Donc une législation et des procédures qui se durcissent pour que les gens respectent nos espaces naturels et agricoles. Et nous avons bien sûr une réflexion sur le réinvestissement urbain dans le cadre du PLUI et nous aurons une réunion publique qui sera annoncée sur le PLUI le 14 avril prochain à Castries. Encadrer la croissance démographique, alors ça c'est un peu compliqué quand on sait le nombre de nouveaux habitants que reçoit le département de l'Hérault chaque année, mais bon, c'est mieux assurer la répartition géographique et la croissance démographique au-delà de la métropole, poursuivre l'effort de production de logements en faveur d'une offre socialement accessible et diversifiée. On a, là aussi on y reviendra, mais des obligations en termes de logements sociaux à construire par période de 3 ans et voilà, il va falloir avoir un cadre d'action sévère là aussi pour rester dans nos obligations. Rechercher la cohésion sociale et territoriale dans l'accès aux équipements. Voilà, chacun ne construit pas sa salle de concert ou sa salle de sport dans son village, mais on mutualise entre plusieurs communes et améliorer la qualité des projets, notamment par rapport au climat. Construire la métropole du quart d'heure, c'est offrir à la majorité des habitants une offre de transport collectif adaptée, structurer le réseau viaire, développer
un réseau structurant de vélos-lignes et favoriser les proximités, aller faire ses achats dans les commerces de proximité, dans son village, les services, les emplois, trouver, c'est ça la ville du quart d'heure en fait. À Castries, bien, nous avons un commerce vivant et il faut en profiter, il faut aller chez nos commerçants, mais aussi nous avons la ligne 1 du bus tram qui sera inaugurée en 2025 et là les projets avancent bien, donc ça va être un service supplémentaire et important pour les habitants de Castries et les projets de pistes cyclables, que ça soit la V70 sur l'ancienne voie ferrée pour aller vers le Sablassou et aussi la liaison vers Baillargues, vers le PEM de Baillargues. Affirmer une métropole créative et innovante, c'est aussi important. Développer, accueillir des entreprises pour créer de l'emploi et de la richesse à proximité. Poursuivre une stratégie de développement économique fondée davantage sur l'innovation et les filières stratégiques de la métropole. Souvent, on parle de la santé. Sur Montpellier, c'est surtout tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique et la santé. Structurer l'offre foncière et immobilière autour de polarités économiques. À Castries, nous avons la ZAC voie domitienne, via Domitia, les Cousteliers. Nous avons quelques entreprises encore qui viendront s'installer sur ce site et qui vont être facteurs d'emploi, créer de l'emploi. Alors le planning pour ce PLUI climat, la présentation se fera en bureau métropolitain. Alors le bureau, ce sont tous les maires et les vice-présidents. Ça a été fait le 17 janvier 2023. On nous a transmis ce projet pour le mettre en débat en conseil municipal. Voilà ce que nous faisons ce soir et il y aura l'organisation du débat en conseil de métropole pour un vote le 28 mars prochain. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce PADD qui devra être, voilà, là être quand même très, très concret, déboucher sur des améliorations concrètes et des actions concrètes. Non ? Bon, je le mets aux voix. Pardon. On prend acte de l'existence et de la transmission aux élus du projet de délibération et du document annexé relatif à ces orientations. Et il faut là aussi, comme pour le rapport d'orientation budgétaire, prendre acte de la tenue du débat sur ces orientations. Voilà. Donc nous prenons acte, tout le monde est d'accord ? Merci. Le point 6. Alors le point 6, c'est un renouvellement de convention avec le centre de gestion de l'Hérault pour la médecine préventive. Voilà, c'est la médecine préventive du centre de gestion qui suit les agents de la mairie pour les actions de prévention, j'ai perdu mon mot, les visites médicales des agents. Ils se déplacent en mairie pour voir les agents. La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 3 ans chacune, sauf dénonciation. Alors, la commune s'engage à verser une cotisation annuelle de participation aux frais de fonctionnement égale à 0,42% de la masse salariale soumise à l'URSSAF de l'année N-1, et cette tarification inclut toutes les activités proposées dans le cadre de la convention. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour renouveler cette convention qui donne toute satisfaction ? Oui. Donc, à l'unanimité, merci. Donc, nous allons maintenant passer à la demande de subvention État que nous avons rajoutée à l'ordre du jour.
Donc la commune de Castries souhaite étendre son système de vidéoprotection avec l'installation de nouvelles caméras, le remplacement de caméras existantes qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus très bien, et l'extension de capacité de stockage. Le budget de cette opération est de 125 000 € répartis sur 2 exercices budgétaires. Il vous est demandé d'autoriser ce programme et de demander une aide de l'État dans le cadre de la DETR, de la DFIL et du FIPD. Ce sont tous des fonds financiers gérés par l'État. Voilà, et avec lesquels certainement on peut obtenir des aides pour mettre en place cette vidéoprotection. Tout le monde est d'accord? Oui. Le micro. Donc ça fera que notre parc de caméras sera de combien sur Castries à terme? On aura à terme une trentaine de caméras et on aura remplacé toutes les caméras qui avaient été installées mais qui ne donnent pas satisfaction. Les gendarmes ne voient rien, pas dessus, en fait, c'était plus du tout adapté. Non, mais si, il y en a qui font, on en a changé déjà. Il y en a qui fonctionnent déjà. Je ne dis pas où, mais ça fonctionne sur certains endroits qui ont été jugés prioritaires. Mais en tout cas, il faut se moderniser. Et maintenant, il y a un agent qui est derrière aussi le plus souvent possible les caméras, et on a la vidéo-verbalisation aussi pour que les gens respectent un peu les emplacements et ne se garent pas au milieu de la route pour aller acheter leur baguette de pain. Merci. Hier, il y a même quelqu'un qui s'est garé sur le parvis de la mairie. J'avais jamais osé, mais bon, voilà. Dans les blagues, on peut raconter des gens, quand l'école était fermée parce qu'il y avait grève, il y en a qui ont laissé leur enfant de 6 ans devant le portail et sont partis alors qu'il n'y avait pas de garde d'activité. Des gens qui montent sur le parvis, voilà, il y a quand même un certain nombre d'incivilités qui montent. Voilà, donc les caméras, c'est pas inutile, je crois. Donc si tout le monde est d'accord, merci. Et on va passer aux traditions, un autre sujet. Donc, tout le monde est plus ou moins au courant, voilà, de la signature d'une tribune dans Le Monde, voulant remettre en cause un peu certaines pratiques, voilà. Sur les traditions, donc il y a eu un peu une levée de boucliers, donc la plupart des maires, notamment à l'est de la métropole, où ces traditions de courses camarguaises sont très vivaces, eh bien, ont décidé d'organiser un rassemblement pour montrer leur tradition, leur attachement à ces traditions. Et voilà, et la méconnaissance parfois de certaines personnes de la manière dont sont traités les taureaux dans les manades et la manière dont ils sont traités dans nos arènes. Voilà. Donc je vous lis la motion que je vous soumets. Donc, vu le Code général des collectivités, l'article L 2121-29, vu la tribune publiée le 7 janvier 2023 dans le journal Le Monde, tribune émanant de 50 personnalités politiques et des associations animalistes visant à réformer la bouvine sur l'ensemble du territoire national. Considérant que des élus issus des partis animalistes, des collectifs issus des mouvements antispécistes et d'autres groupes minoritaires tendent à remettre en cause de nombreuses activités culturelles constitutives de l'identité de notre territoire. Considérant qu'en Camargue et en Petite Camargue, on célèbre le taureau au point qu'à la fin de leur vie, les plus grands cocardiers sont statufiés. Considérant que de nombreux ronds-points aux entrées de nos villages du Languedoc et de Provence sont ornés de taureaux statufiés pour mettre l'animal à l'honneur et rappeler la force et la puissance absolue de tout un territoire. Considérant la fragilisation potentielle de filières économiques importantes de notre territoire, tourisme et activités de tradition taurine publique et privée notamment.
Considérant que notre territoire, sa culture, ses traditions ne reposent que sur un équilibre fragile mais indispensable qui perdure grâce à la volonté de l'homme, la fierté du taureau et la bravoure du cheval. Considérant le travail des éleveurs manadiers, garants de la sécurité sanitaire des animaux et de leur bien-être, considérant que la relation entre l'homme, le cheval et le taureau est essentielle pour l'économie de notre territoire et que sans les taureaux, le paysage camarguais se trouverait totalement bouleversé. Considérant que plusieurs millions d'euros sont générés par l'activité taurine et que ces retombées restent presque en totalité sur le territoire. Considérant que de nombreuses collectivités soutiennent financièrement la bouvine au travers de leurs actions culturelles, sportives et financières avec de nombreuses associations, c'est le cas de Castries, je précise. Considérant qu'au travers des fêtes de village, ces traditions contribuent au maintien des liens tissés par des femmes et des hommes depuis des générations. Considérant qu'au moment où l'on s'interroge sur l'individualisme galopant, ce rôle essentiel dans le maillage social doit être une priorité. Considérant que plusieurs personnalités politiques et associatives, maires, parlementaires, présidents d'intercommunalités, conseillers départementaux, conseillers régionaux, d'associations spécialisées, soutiennent la culture bouvine et appellent à manifester à Montpellier le 11 février 2023. Considérant qu'il convient de soutenir l'association Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions qui regroupe 38 associations de jeunes représentants, 3000 adhérents. Considérant qu'il appartient au maire et à son conseil municipal d'émettre des vœux sur tout objet d'intérêt local, le conseil municipal de Castries approuve la présente motion en faveur de la bouvine, des traditions taurines et de la ruralité. Approuve la poursuite de la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel relatif à la course camarguaise. Communique à mesdames et messieurs les parlementaires du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse la présente motion visant au rejet de la réforme de la bouvine demandée par des élus du parti animaliste. Voilà pour cette motion. Donc je précise que demain soir, nous avons le trophée taurin de la métropole à Pérol. Donc la métropole soutient aussi la course camarguaise. Je serai présente évidemment avec le cercle taurin de Castries à ce trophée taurin qui remettra les prix de l'année 2022 et je serai présente également comme de nombreux maires au rassemblement de samedi 11 février. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non. Donc je vous soumets donc cette motion aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant aux informations et questions diverses. Est-ce que vous avez des points, Robert? Oui, j'ai un point à vous dévoiler. Vous connaissez tous le dynamisme de l'association des Amis du Château que j'ai l'honneur de présider. Et au sein de cette association, nous avons un groupe encore plus dynamique, si tant est que ce soit possible, qui est le groupe Histoire. Et ce groupe Histoire a concocté quelques belles petites futures éditions qui vont voir le jour au cours de cette année 2023. Et la première de ces éditions a été faite par notre ami Jacques Fournier, qui est ici présent. Et c'est une présentation, donc c'est une balade castriote au cours du 19e siècle, dont le thème a fait l'objet déjà d'une conférence présentée en novembre et puis en mai 2022. Le livret retrace sur près de 80 pages illustrées la vie paisible d'un village du Bas-Languedoc qui, avec le développement de la viticulture, va voir sa population multipliée par 4 et va devoir gérer ce développement démographique.
On y trouve tout un tas d'anecdotes. J'en ai relevé une qui est intéressante, je crois. Je crois que c'était en avril 1828, il y a 2 siècles. Les communes les finances de la commune étaient exsangues. Et on voit que malgré tout, 2 siècles après, la commune s'est relevée et réussit à vivre aussi bien que possible et souvent mieux qu'ailleurs. Voilà, donc je vous laisse le soin d'y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Jacques, à côté, vous donnera tout un tas de renseignements sur la distribution de ce livret, auquel Madame le maire a participé en faisant une petite note de présentation, un petit édito, je crois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Robert, et je voudrais adresser toutes mes félicitations à Jacques Fournier, parce que c'est un beau travail qu'il a fait. Donc j'avais assisté déjà à sa conférence très intéressante, et d'avoir retranscrit comme ça par écrit, c'est de très belles histoires, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'histoire est un éternel recommencement, et espérons que certains épisodes, ne les revivra pas quand même. Voilà, merci beaucoup. Si je puis me permettre, donc on aura des publications qui vont concerner la vie du village, on le voit, mais aussi la vie du château, la vie de la famille de Castres. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez important pour pouvoir divulguer tout ce savoir qui a été réuni. D'autres interventions? Vanessa? Je voulais informer un petit changement au niveau de la communication. La publication qui s'appelle Contact, qui est le magazine en couleur de la ville de Castries, va changer de périodicité. Jusqu'à présent, nous avions 3 numéros par an. Et nous avons décidé de passer à 4 numéros par an, mais en diminuant le nombre de pages. Donc l'intérêt est aussi très économique, puisque nous allons faire des économies en ayant moins de pages et en ayant un prix de distribution moindre. D'autres non? Oui. Rémi, pardon. Ouais. Donc on a parlé pendant le débat d'orientation budgétaire d'économie et de l'impératif de faire des économies, mais la bonne nouvelle c'est qu'on en fait déjà. Dans le cadre de l'accompagnement de la commune par l'ALEC, on est suivi sur les consommations sur le patrimoine communal en énergie et également en eau. Et donc le bilan sur les consommations en eau de l'année 2022 nous sont parvenus. Et donc pour en dire un mot, on consomme 26% d'eau en moins sur l'année 2022 et donc on consomme 15 000 m3 d'eau par an. Et donc c'est 2020 mis à part, la deuxième année consécutive de baisse des consommations d'eau. On était en 2019 à 25 000 m3 d'eau, donc ça fait 10 000 m3 en moins depuis 2019. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne sur la base des factures. Donc oui, un petit mot sur le budget. Désolé Pascal, mais ça ne se voit pas sur les factures parce qu'il y a eu une hausse des tarifs de BRL. Et donc du coup, on a baissé seulement de 2% la facture en eau au global. Mais on a participé à la préservation de la ressource en eau, ce qui est important. Donc il y a plusieurs bâtiments qui ont, je vais passer rapidement, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais il y a plusieurs bâtiments qui ont vu leur consommation baisser, et ça c'est notamment dû à un suivi des fuites, notamment à Fond d'Espierre. En 2021, il y avait eu une fuite de 800 m3, et donc du coup en 2022, le fait d'avoir suivi attentivement les fuites et le fait surtout qu'il n'y ait pas eu de fuite, on a vu la consommation baisser. Donc il y a plusieurs bâtiments où la consommation a baissé en 2022, et il y a des bâtiments où la consommation a augmenté. C'est le cas par exemple des arènes ou des vestiaires du Stade des Pins.
Et là encore, c'est dû à des fuites. Donc, et on suit ces fuites, c'est grâce à la télérelève. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Et oui, si on normalise les consommations des bâtiments, c'est-à-dire qu'on enlève les fuites, on se rend compte qu'on a donc pour le vestiaire des Stades des Pins une consommation qui est équivalente à celle de 2021 ou de 2020. Pareil pour les arènes. Voilà pour le bilan sur la consommation en eau sur la commune. Et des nouvelles fraîches du jour du défi Ecomino. Donc sur le défi Ecomino a commencé sur le mois de janvier, et sur ce premier mois, l'école Pagnol a vu sa consommation d'électricité baisser de 30%, sa consommation de chauffage de 35% et sa consommation en eau baisser de 8%. Donc c'est encourageant, et voilà, je voudrais les féliciter ici. Ben merci, je calculais, ça fait 60% de aussi l'eau, la ressource en eau d'économie, c'est énorme, 10 000 litres, comme quoi il faut vraiment surveiller les fuites. Ouais, c'est ça, c'est les fuites, en fait, quand on est attentif à ça, on a avec le système de télérelève des alertes quand on détecte des fuites, et ça nous permet d'agir. Et ça nous permet aussi de voir quand il y a du matériel qui est défectueux. Par exemple, au vestiaire du Stade des Pins, on se rend compte que souvent il y a des douches qui restent enfoncées et donc du coup coincées. Donc du coup ça coule parfois tout le week-end, et donc voilà, il y a parfois du matériel qu'il faut changer. Okay. Pour te compléter, et concernant tous les castriotes, la télérelève est accessible à tout le monde. Il suffit de prendre sa facture d'eau et d'aller chercher. Et on est tous capables de regarder sa consommation en eau et de surveiller les fuites après compteur. C'était tout l'objet du défi écolo qu'on a mené l'an dernier. C'était suivre sa consommation, y faire attention, et le cas échéant repérer les fuites quand on en a. C'est assez facile à repérer. C'est une consommation plate sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, et donc on peut repérer les fuites comme ça. Ok, merci. D'autres non? Bon, ben du coup, pardon. Ah oui, Pascal. C'est pas une information, c'est juste une omission de ma part. Je voulais remercier l'ensemble des agents des services municipaux qui ont participé à la préparation du débat d'orientation budgétaire, bien sûr, et bien sûr le directeur général des services. Mais bien sûr, je me joins à ces remerciements, parce que Jérôme Benoît et Corinne ont fait un gros travail, et puis Jérôme, quand même, tout le dossier, quand on est allé voir les services de l'État et tout ça, il avait fait un très beau dossier, très clair, en plus de tout ce qu'il fait chaque jour. Donc merci beaucoup pour ce travail. Et peut-être un mot pour dire que samedi matin à 10h, on a une commission extra-municipale qui portera entre autres sur l'installation de composteurs de quartier dans Castries. Donc voilà, avis à tous les intéressés et à tous les motivés. C'est samedi matin ici, à 10h. Ouais, très bien. Pendant qu'on défendra le taureau, vous parlerez des composteurs. Ouais. Bon, mais je lève la séance du conseil municipal. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Et je donne, s'il y a des questions dans la salle, ou non? Non. Bon, ben merci d'être présent, à certains fidèles. Au revoir.